suis venue au monde non désirée parce qu'on a essayé de m'éliminer. Une grosse épreuve de vie que tu as vécue, qui est ton amputation. Moi, je vivais plus. Rien que le fait de respirer, ça faisait mal. J'ai passé mes journées sur le canapé. Si vous voulez voir vos enfants grandir, il faut faire quelque chose avant vos 50 ans parce que sinon, c'est votre cœur qui va lâcher. Là, c'était par rapport à ton papa où tu disais, je me voyais faire la même chose que mon père. Je me rendais compte que j'étais en train de le faire et j'avais plus envie de le faire. Hello toi et bienvenue sur mon podcast. Je suis Anna Alice et ici on prend un moment pour arrêter le temps, respirer et se reconnecter avec soi-même. Chaque lundi, je te propose des échanges sincères, des témoignages inspirants et des discussions sur l'organisation avec un focus sur le bien-être mental. C'est ton espace pour faire une pause, prendre une bouffée d'air frais et trouver des clés pour avancer avec confiance. Alors, installe-toi confortablement et rejoins-moi pour ce moment de partage. Gabi, alors je suis vraiment ravie de te recevoir dans ce podcast, car on a déjà parlé à plusieurs reprises ensemble et je suis vraiment honorée de t'avoir ici parce que je sais que tu vas apporter vraiment ton histoire, ton vécu et tout ce qui va avec. Et je me réjouis vraiment parce que, bah, voilà, c'est un honneur de t'avoir ici et surtout quand on se connaît un petit peu, ça fait encore plus plaisir. Et sinon, j'aimerais bien, commencer par ton enfance, par tes origines, parce que je pense qu'elles ont un grand impact. En fait, moi, je crois fermement que pour comprendre la personne que tu es aujourd'hui, bah, il est essentiel de revenir sur celle que tu étais hier. Alors, ton enfance, les expériences qui t'ont façonné, selon moi, jouent un rôle vraiment sur la femme que tu es aujourd'hui. Et justement, moi, j'aimerais bien que tu nous emmènes dans cette période et nous raconter un petit peu ce qui a marqué tes jeunes années. Oui, c'est loin tout ça, hein. Alors, comme tu sais, moi, je suis née en Hollande, Mhm. où j'ai vécu 19 ans, avec des parents très très jeunes, des milieux complètement différents. Et ça a fait beaucoup d'histoires en fait dans notre famille. Et puis mes parents en fait ils n'étaient pas prêts du tout pour avoir un enfant. Mon père il avait beaucoup de rêves et des rêves de grandeur, mais vraiment énormes. Et puis je pense que ça l'a freiné un petit peu. Voilà, donc Ils avaient quel âge tes parents, si j'ose demander? ils avaient 19 et 20 ans. Ah ouais, c'est Donc, jeune, effectivement. ouais. Et tout juste, hein, vraiment. Donc, ça fait vraiment très, très tôt. Ils n'avaient pas de logement. On a vécu pendant mes 3 premières années chez mes grands-parents, qui ont été magnifiquement gentils pour moi. Puis, oui, la vie était dure, quoi. C'était. Mhm. Ouais. Et puis du coup, parce que là, tu parlais de ton papa qui avait de grandes ambitions. Est-ce que justement, il a dû mettre de côté ses ambitions pour Ah non, quelque part prendre son rôle de papa? Comment ça ah s'est non, non, passé un non. petit peu? Il a continué ses ambitions et puis il a mis de côté son rôle de papa, je Ah voilà, dirais. voilà. C'est pour ça que je t'emmenais un C'était, petit peu dans ce ouais, chemin-là parce que c'est vrai que ben enfin, il y a des personnes qui font un choix parce ouais. que voilà, et c'est leur façon de voir les choses à ce moment-là. Il faut bien remettre les choses dans leur contexte aussi. On n'est pas en train de juger les parents de Gabi, mais surtout de dire voilà, c'était des jeunes de 19 et 20 ans. Et effectivement, ben, des fois, il y a des choix à prendre. Certains font le choix de la famille, certains font le choix des ambitions, et certains, ben, ils font les deux et ils essaient de faire du mieux qu'ils peuvent. Là, en l'occurrence, toi, ton papa, ben, du coup, Qu'est-ce que ça a fait concrètement, en fait? Est-ce qu'il est resté? Est-ce qu'il est parti? Comment ça s'est passé pour toi? Non, non. Alors, moi, j'ai été élevée avec mes deux parents. Ils sont toujours restés ensemble. Mais mon père, il était beaucoup absent. Ma mère aussi, elle travaillait beaucoup. Et puis, en fait, j'ai grandi avec des longues périodes toute seule. Il me laissait même le soir toute seule pour sortir. Et puis, on m'a retrouvée à 18 mois, même dans la rue, parce que j'étais seule la nuit, j'étais sortie de la maison. Voilà, à l'époque, enfin, on fait ça maintenant, ça y est, on n'a plus d'enfants, hein. Oui. C'est différent, c'était une Ah époque oui, différente aussi, hein, on est c'est bien complètement d'accord. différent. Et puis, ma maman, elle travaillait plutôt le soir, la nuit.
Et puis mon papa, il rentrait donc vers 7 heures. Ma maman, elle partait à 5 heures. Et ça faisait que moi, bah, je devais faire très tôt. J'avais 6, 7 ans. Je devais déjà faire à manger pour mon papa qui rentrait. Puis bon, il mangeait, puis il repartait direct. Donc j'ai vraiment vécu des longues périodes seule à la maison. Et je devais me débrouiller toute seule avec plein de choses, quoi. Même pendant les vacances, mes parents, ils avaient envie de rester plus longtemps en vacances. Bah, ils me mettaient dans un avion, puis je devais me faire mes rentrées des classes toute seule. Acheter mes livres, faire les papiers, des choses comme ça. C'était pas très agréable, en fait. Puis tu avais quel âge à ce moment-là? 15 ans? Mhm. Parce que je demande, parce que je pense que à n'importe quel âge, qu'on soit en fin de scolarité obligatoire ou pas, je pense que la rentrée des classes, c'est quelque chose enfin, de très important et de très lourd en fait, hein, pour un enfant, pour les parents aussi d'ailleurs, à la base, hein, parce que moi je sais que quand ma fille fait sa rentrée des classes, il n'y a pas qu'elle qui est stressée. D'ailleurs, je pense que je suis plus stressée qu'elle, mais c'est vrai que de s'imaginer à 15 ans de faire sa propre rentrée des classes et bah, quelque part de se sentir un peu abandonné, quoi, en fait, parce que ben, tu te retrouves un peu face à ta vie alors que tu n'es pas encore en âge de pouvoir gérer ta vie, en fait. Donc, je Oui, pense c'est ça. que ouais, ça doit quand même créer un sentiment un peu spécial. Qu'est-ce que tu ressentais, toi, Ah, quand tu c'est avais une ça? question enfin, c'est un sentiment d'insécurité déjà, parce que la personne qui est là en fait, pour t'aider, parce que le reste de la famille, bah, il fallait surtout pas compter dessus. Et puis, j'étais mal compris même autour de moi. Mes amis ne me comprenaient pas parce que bah, j'étais délaissée, enfin pas délaissée, mais j'étais vraiment très responsabilisée. Et puis, j'ai mûri trop vite en fait. Est-ce que par rapport à ce que est-ce que tu as vécu, parce que je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis, c'est pour ça que ça me fait vraiment me replonger un petit peu dans cette enfance qui finalement a quelque part été, en tout cas par rapport à mon sentiment à moi, m'a été un petit peu volée parce Mm. que j'ai dû grandir trop vite. Moi aussi, j'ai eu énormément de responsabilités très rapidement. Et d'ailleurs, est-ce que tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai un frère et une sœur. Mais mon frère, il est né, j'avais déjà 15 ans. Ma sœur Ouais, est née, j'avais déjà 21 ans, donc je suis déjà partie de la maison. ok. Moi, je voulais toujours avoir des frères et sœurs parce que ça comblait un vide quand j'étais petite. Mais bon, mes parents étaient beaucoup trop occupés avec d'autres choses. Et puis, mon frère a été un petit peu conçu pour reconsolider leur couple parce que bah, ça partait en éclat. C'était très conflictuel dans leur couple. Et puis ça aussi, j'en souffrais beaucoup parce que, alors quand j'étais seule, bah, j'étais seule. Puis quand j'étais avec ma maman, tout se passait bien. Ma maman, c'était un amour. Mais dès que mon père il arrivait, c'était le cauchemar, quoi. C'était les cris. Ouais, bah je comprends. Et c'est vrai que quand je te demandais justement si tu avais des frères et sœurs, c'est parce que des fois, quand on est la première, bah c'est aussi, enfin, maintenant qu'on est parent, on peut se rendre compte, on peut comprendre certaines réactions, certaines, je dis bien, pas toutes, parce que justement, ça va dans les deux sens. On peut comprendre certaines réactions de nos parents dans le sens où on se dit, bah voilà, ils ont agi comme ça parce qu'ils ne savaient pas, parce qu'on Mm. était la Oui, bien sûr. première. On sait très bien, nous, quand on a eu notre premier enfant, Mm. on s'est retrouvé des fois désarmé en train de se dire, mon Dieu, j'ai l'impression que je prends toujours la mauvaise option. Ouais. Donc ça, de cette partie-là, on peut la comprendre. Par contre aussi, quand on devient maman, enfin parent en général, j'imagine, mais en tout cas maman, parce que c'est mon expérience, on réalise aussi les choses qui étaient, enfin que étaient vraiment pas justes. En fait, on prend conscience quand on devient maman, je sais pas ce que tu en penses, encore plus de ce qu'on a vécu et ce qui était injuste. Parce Bien que sûr. finalement, quand on est enfant, bah, on ne connaît pas autre chose. Mm. Hein. On vit notre vie selon le schéma familial que l'on a. On se rend C'est ça. compte, après, quand on grandit, effectivement, qu'on a peut-être des différences par rapport à nos amis.
parce que ben, ils ont moins de responsabilités, parce que nous, on est un peu plus responsables, etc. Mais ça reste presque un trait de caractère, pas quelque chose de complètement différent des gens. Et moi, je trouve en tout cas que à partir du moment où tu es maman, ça te met face à une réalité de ce que toi, tu as vécu et enfin, de la responsabilité de tes parents. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors, comme je dis, moi, c'était très conflictuel chez moi. Donc, bah, j'ai déjà eu le problème de couple parce que j'ai toujours pensé au début, quand j'étais entre 20 et 30 ans, je pensais que c'était normal d'avoir une relation assez conflictuelle avec son partenaire. Quand tout allait bien, j'allais chercher la bête en fait. J'allais chercher pourquoi ça allait bien parce que je comprenais pas. Pour moi, c'était un manque d'amour tout simplement. Et puis quand j'ai eu mon fils, mon fils aîné, euh, bah, c'était avec une personne que j'aimais beaucoup, mais pas en étant conjoint. Là, je me suis dit, bah, moi, cet enfant, je le veux quand même, parce qu'en plus, on m'avait dit que je ne pouvais peut-être pas en avoir, donc bah, peut-être que je ne pouvais pas en avoir. Et bon, moi, il était hors de question d'avoir une vie sans enfant. Donc, j'ai gardé cet enfant, et puis j'ai dit, OK, moi, je vais élever toute seule, parce que de toute façon, mon père m'a servi à rien. Mon père, il a été la mauvaise part du puzzle dans ma vie. Donc, j'étais vraiment en style de, OK, moi, je vais faire ça toute seule. Euh, j'ai besoin de personne. J'ai essayé, on a essayé quand même ensemble avec son papa, mais on est venu en commun accord qu'en fait, on ne s'entendait pas assez bien pour rester tout le temps ensemble. Puis moi, j'étais vraiment, OK, j'ai mis ma cape d'héros, maman héroïque, je vais faire ça toute seule. Eh ben, c'était difficile, Mm. vraiment. J'ai eu des périodes aussi, je réagissais dans certaines façons que mon père réagissait, chose que je détestais, d'une façon très verbalement agressive ou pas gentil, enfin, du tout. Et puis, mais bon, j'ai eu le déclic qui me disait, OK, là, stop. Là, tu es en train de reproduire ce que tu ne veux pas reproduire. Et ça m'a vraiment fait beaucoup réfléchir sur moi et sur la façon d'élever mon fils, et puis de ne pas faire comme je voulais pas, quoi, enfin, de ce que j'avais vécu, quoi, parce que pour moi, c'était plus qu'important ça, de ne pas faire vivre ça à mes C'est enfants. c'est super intéressant et j'aimerais vraiment réagir sur ça par rapport à ton père et tes réactions. Parce que comme je disais avant, ben, effectivement, en devenant maman, ben, on apprend en fait, hein, parce que Mm, on devient maman vraiment. On ne sait pas ce que c'est réellement de l'être. Et c'est j'ai envie de dire que quelque part, ce que tu as vécu dans ton enfance, comment tu l'as vécu, alors évidemment, ça t'a laissé beaucoup de choses négatives hein, en toi, enfin, dans le sens que voilà, c'est pas des choses faciles. Donc, évidemment qu'il y a pas mal de travail à faire derrière pour après peut-être s'accepter, ne pas avoir peur qu'on nous abandonne. Le fait quand tu disais ben, que tu cherchais toujours la petite bête, c'est parce que justement, tu n'as pas connu cette relation saine d'un couple. Tu sais pas ce que c'est. Donc finalement, toi, tu vas reproduire un petit peu ce que tu as connu. Et quand tu vois que les choses fonctionnent, tu ne comprends pas pourquoi ça fonctionne. Donc il mm, y a ces schémas qui se mettent en place. Et là, c'était par rapport à ton papa où tu disais justement, ben, heu, je me voyais faire la même chose que mon père. Et là, en fait, c'est là qu'on voit aussi à quel point le fait que tu aies vécu plein de choses et que tu aies cette envie de t'en sortir, refait surface. Parce que tu as dit: «Je me rendais compte que j'étais en train de le faire et j'avais plus envie de le faire». Et ça, en fait, ça montre déjà à quel point tu es une personne résiliente, qui a envie on fait tous des erreurs, mm, mais finalement, tu as réussi à, à, mmh, à prendre ça, à t'en rendre compte et mm, à te dire, OK, j'ai fait faux, euh, je m'excuse, je suis juste un être humain, ça m'arrive, mais je ne le referai plus, je ferai différemment. Et ça,
Enfin, j'ai l'impression que vraiment, quand je parle de l'enfance, c'est pour ça. C'est pour aussi venir comprendre pourquoi certaines personnes ont, entre guillemets, plus de facilité de passer dans la résilience. Parce que souvent, je me rends compte que ces personnes-là, ce sont des gens qui ont vécu des choses déjà. En fait, c'est comme, je vais prendre un exemple tout bête, mais quand tu commences un boulot, t'as pas d'expérience, bah, évidemment, tu vas faire des erreurs, tu vas te louper, tu vas avoir des moments down, des moments qui vont être mieux parce que tout d'un coup, tu as appris. Et au fur et à mesure, tu vas gagner de l'expérience, tu vas apprendre, tu vas apprendre, tu vas apprendre. Et si tu restes 20 ans dans la même boîte, bah, évidemment que tu auras une énorme expérience par rapport à quelqu'un qui commence 20 ans après toi. Et c'est la même chose, je trouve, dans la vie, en fait. Si on a été confronté à des expériences étant plus jeune, bah, évidemment que quand on a des changements de vie majeurs, parce qu'on parle souvent de transition de vie ici, eh bien, tu sauras aussi y faire face un peu plus facilement, j'ai l'impression. Oui, Est-ce oui. que tu te reconnais un peu dans ce schéma que Oui, oui, mais de toute de t'en façon, sortir? enfin, moi, déjà, ma décision de couper avec tout ça, c'était de partir de chez moi. À 19 ans, j'ai quand même mis 1400 kilomètres entre mes parents et moi. J'ai su que j'ai eu mes examens et tout ça, j'étais en France et puis je ne suis plus jamais retournée chez moi, en fait. Mes parents, D'accord. ils m'ont ramené mes affaires et puis je dis non, moi je veux plus retourner en Hollande. Alors Gabi, là, moi, j'aimerais bien savoir aussi par rapport à ton parcours, parce que je pense que c'est vraiment important pour aujourd'hui, pour que les gens comprennent, parce qu'il y a quand même une grosse épreuve de vie que tu as vécue, qui est ton amputation, et qu'on parlera dans un petit moment. Mais moi, j'aimerais savoir justement, est-ce qu'il y a eu des moments où tu as senti que ta vie, elle prenait un tournant particulier avant que l'amputation n'entre en jeu? Parce que on aimerait bien comprendre en fait comment est venue cette amputation, qu'est-ce qui s'est passé avant en fait, qu'est-ce qu'il y a eu? Alors, donc je suis née avec des malformations congénitales. J'ai un œil qui ne voit pas. Donc, on ne voit pas que je ne vois pas, mais il ne voit rien. Et j'ai une malformation artério-veineuse dans toute la main droite, dans le bras droit, pardon. Et ça, c'est pendant la grossesse, en fait, de ma maman. Ils ont su qu'elle était enceinte, mais assez tard. Et ils ont essayé d'avorter par tous les moyens possibles. Je ne veux pas savoir quoi, mais je pense que je porte un peu, enfin, je pense, je porte donc les stigmates de cette tentative d'avortement. On a su que j'étais donc aveugle d'un œil, j'avais 2 ans. Avant, je louchais, mais vraiment bien. Et c'est la première chose que maman elle a su. Et puis, vers l'âge de 27 ans, je suis allée voir un médecin parce que j'avais toujours des grosses veines sur la main droite et j'avais toujours mon index qui était très très chaud. Donc je suis allée faire des examens vers un spécialiste et puis lui il m'a dit euh, tout bêtement comme ça, ah bah il faudra peut-être amputer dans quelques temps, mais la main donc. Hein. Puis moi à cet âge-là, ben, mon fils aîné il était tout petit. Il avait quoi, même pas 2 ans, je pense. Je dis, non, non ça va pas, je vais pas me faire amputer la main, quoi. Je vais pas, faut pas. J'ai pris peur, mais j'étais complètement dans le déni. J'ai quand même passé des examens, des artérographies, et des choses comme ça pour savoir s'il y avait quelque chose à faire. Et à chaque fois, c'était la même histoire. C'est dangereux de faire ça, c'est très risqué, vous risquez de perdre votre main. Donc moi, c'était hors de question que je fasse quoi que ce soit. Jusqu'au moment que je suis arrivée en Suisse et que là, je suis tombée sur une professeure qui, elle m'a dit, écoutez, si vous voulez voir vos enfants grandir, il faut faire quelque chose avant vos 50 ans parce que sinon, c'est votre cœur qui va lâcher. Parce que, si tu veux, mon cœur, il devait tellement pomper, il y avait tellement d'afflux de sang dans ce bras que bah, il fallait diminuer cet afflux de sang. Et bah, pour ça, il fallait emboliser
sclérosée. Il fallait vraiment faire plusieurs interventions pour arrêter cet afflux de sang. Donc j'ai eu cette opération euh, pour stopper ces grosseurs. Et à la dernière opération, c'est la sixième opération, j'ai une grosseur qui s'est formée sur le dos de la main, qui a fait que je ne pouvais plus ouvrir et fermer la main correctement. Mon doigt est resté toujours comme ça. Et puis ici, j'avais une grosseur qui s'est formée. J'ai fait de l'ergothérapie pendant des années pour pouvoir utiliser ma main à peu près correctement, mais c'est jamais revenu comme, comme avant, quoi, finalement. Alors, excuse parce qu'en fait, je suis tellement bouleversée par ce que tu dis que je bois tes paroles et je savais pas que tu ne voyais pas d'un œil, donc je l'apprends aussi Ouais, maintenant et waouh. Ça donne encore plus de. Enfin voilà, je suis déjà en admiration par rapport à ton parcours, mais encore plus maintenant. Et, euh, et c'est vrai que. Enfin, j'ose pas imaginer aussi, parce que là, tu le dis avec un très, très naturellement. C'est un peu comme si rien ne s'était passé. Finalement, c'était un peu normal, ça glisse. Mais je sens aussi beaucoup quand même de souffrance derrière. Et puis, justement, je voulais savoir par rapport à cette malformation, parce que tu l'as eue depuis la naissance. Donc, et quand est-ce que tu es venue en Suisse que cette professeure a pu vraiment te dire non mais là il faut vraiment faire quelque chose parce que enfin moi j'ai vraiment envie que les gens se rendent compte du temps que tu as passé dans cette souffrance en fait parce que ça enfin moi je t'ai connue quand justement tu devais te refaire opérer et refaire opérer et et c'était pénible en fait aussi mentalement de vivre ça. bah, Euh, ça fait très peur parce que donc j'ai eu trois enfants finalement. Alors déjà on m'a dit vous aurez jamais dû avoir d'enfants parce que ça fait trop de pression sur les veines comme ça. Ouais bon ma foi ils sont là maintenant, hein, on va pas les remettre. Euh, mais enfin, si tu veux, je suis venue au monde non désirée parce qu'on a essayé de m'éliminer déjà. Après, quand tu sais, quand tu es consciente en fait du fait que tu es non désirée, que tes malformations sont à cause de ça, bah, tu prends quand même une claque. mhm. Ça, c'est vrai que c'est difficile, c'est pas agréable à vivre du tout, Mais surtout rien quand que ça, en fait, ça demande tout un travail de plein de choses, mais moi j'ai envie de dire aussi de pardon dans le sens où pour pouvoir avancer à un certain moment, euh, il faut réussir, parce que moi je dis toujours le pardon, on ne le donne pas à celui qui a commis l'acte, c'est pour que nous on puisse avancer, c'est juste pour dire clairement. j'ai compris ma situation, ça a été injuste, on a le droit de vivre nos émotions, on a le droit d'être fâché ou autre, mais pour continuer à vivre et pour pouvoir passer entre guillemets de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de la résilience, pour pouvoir commencer à gentiment monter, il y a tout ce travail-là de pardon quelque part, parce que oublier, on n'oublie jamais, peu importe la situation, et on le voit avec ces histoires ici sur le podcast, on a tous une histoire à raconter, où vraiment toutes ces histoires, on ne donne pas le pardon. Ça ne veut pas dire qu'on excuse ce que la personne a fait. On ne l'oubliera jamais. Mais ça veut dire qu'on décide d'avancer avec, malgré le fait de ce qu'on a eu. C'est ça. Bah, ma maman, en fait, j'ai jamais douté de son amour, de vouloir de moi. C'est pas elle, c'est son environnement Mhm. qui a décidé pour elle, parce que justement, elle avait que 18-19 ans. Donc, elle a dû se marier, et parce que ils l'ont mis à la porte. Parce que sinon, bah, c'était soit elle perdait l'enfant et puis elle pouvait rester chez elle, ou alors bah, elle allait avoir l'enfant et puis elle devait se marier et puis partir, quoi, parce que ses parents ne l'acceptaient plus chez elle. Mhm. Et donc, ma maman, il n'y a pas de souci. Donc, ça avait déjà commencé là. Et puis après, quand tu découvres au fur et à mesure de ta vie que, ah ben oui, il y a encore ça, et tu dois de nouveau te faire opérer parce que. Et puis, tu t'es reporté à chaque fois vers cette période, en fait, que non, tu n'es pas désiré.
Et puis tu Hmm. dois vivre des douleurs, des choses angoissantes à cause de ça. En fait, tes malformations, finalement, te rappellent à chaque fois l'épisode Voilà, de, voilà, j'ai ça parce que. voilà, Et ça, c'est terrible parce que, je veux dire, quand on vit des transitions de vie comme ça importantes, les transitions de vie, je rappelle juste que c'est quand il y a eu un avant et il y a eu un après. Et c'est vrai que quand on a ces transitions de vie, qu'on est en train de changer, qu'on veut améliorer notre vie parce qu'on ne veut plus avoir à vivre ce qu'on a vécu, bah, on a justement ces flashbacks qui reviennent à chaque fois parce que bah, peu importe la situation, si c'est un deuil, eh ben, il suffit de voir une photo, il suffit d'avoir une odeur, un parfum, une musique, quelque chose qui nous ramène en arrière. Toi, c'est en toi. Ça, mm, tu vis avec en fait. Donc c'est vrai que je pense que c'est constant, c'est constamment là. Et en plus, bah, justement, je voulais savoir quel impact, parce que tu devais avoir des douleurs quand même liées à cette malformation, avait-elle sur ton quotidien avant donc l'amputation? Alors, j'ai vécu longtemps mon bras en l'air comme ça, parce que tu vois, si tu as un tout petit bobo à un doigt ou comme ça, que ça pulse, que ça fait. Bah, moi, ça me faisait ça de longue, alors surtout quand il faisait chaud ou quand le temps allait changer avec la dépression de l'air et tout. Bah, j'étais tout le temps comme ça pour me soulager de ces pulsions. Je ne pouvais pas avoir mon bras tout le temps en bas. J'étais toujours en bandoulière ou comme ça pour me soulager de ça, quoi. Et puis Hmm. après, bon, est devenu les douleurs de l'amputation. Ça, c'était vraiment l'insupportable, quoi. Et justement, quand tu es arrivé, pour expliquer maintenant aux personnes qui nous écoutent, quand tu es arrivé justement à l'épreuve de l'amputation, qui, comme toi, tu l'as dit, hein, avant même d'enregistrer ce podcast, a été un tournant majeur pour toi, est-ce que tu peux nous parler de cette expérience-là, justement, de l'amputation? Comment est-ce que tu as fait le cheminement? Parce que finalement, on t'avait parlé une fois, je crois, en France, potentiellement mais de là à te dire, t'es arrivé ben, déjà avec les douleurs, etc., la vie de tous les jours qui est compliquée, avec des enfants, et t'arrives à ce stade où cette médecin te dit, ben voilà, c'est une question de vie ou de mort, quoi, en fait. Au bout d'un moment, il faut que vous fassiez le nécessaire. Comment est-ce que tu as vécu ça, en fait? Alors, quand j'ai commencé les opérations, mes enfants, ils étaient jeunes. Quand je devais les annoncer que je devais me faire opérer et puis qu'il y avait des risques, c'était difficile parce que c'était ah ben non, mais il faut pas y aller comme ça. Alors moi, je suis très, je sais pas si ça a un rapport avec ma résilience ou justement ma façon de voir les choses, mais je leur ai dit un truc très clair et net pour que qu'ils soient d'accord avec mon choix. Je leur disais, OK, qu'est-ce que vous préférez? Ne pas avoir de maman ou alors avoir une maman avec une main qui sera peut-être un peu bizarre ou gonflée ou j'en sais rien, ou même sans bras ou j'en sais rien. Et puis là, c'était clair et net. Les trois, ils m'ont dit, ah bah alors on préfère avoir une maman avec une bras ou une main bizarre que de ne Mhm, pas avoir de maman du tout. Parce il fallait être complètement tranché dans le vif, quoi. C'était mhm, l'un ou l'autre. Et mhm, puis, avec ça, ben, je suis arrivée à leur faire accepter que ben, je devais le faire, je devais me faire opérer, que je serais absente, que j'aurais des périodes où ce serait difficile et des choses comme ça. Maintenant, pour en arriver à mon amputation, donc l'année dernière, en 2023, j'ai commencé à avoir un douleur au bout de l'index et puis mon médecin me disait que j'avais une panarie. Il pensait que c'était une infection. Et puis moi, je disais, non, c'est beaucoup plus que ça. Ça me fait beaucoup plus mal qu'une toute petite panarie. J'ai donc revu les médecins qui s'occupaient de moi dans le canton de Berne à plusieurs reprises. Je passais des examens aussi à plusieurs reprises. Et puis il me disait, mais non, il faut être patiente, ça va passer, on ne sait pas trop, titi, tata. Puis ça a duré des mois, jusqu'au moment que j'avais mon bout de doigt, mon phalange était complètement noir parce qu'il y avait nécrosé.
Oula. Je souhaite à personne d'avoir une nécrose, quoi, parce que ça fait horriblement mal. Puis on me donne des traitements et ceci, des crèmes et tout. Puis moi, je vivais plus. Rien que le fait de respirer, ça faisait mal. J'ai passé mes journées sur le canapé avec ma main comme ça sur un petit coussin pour soulager. Et puis je prenais des antidouleurs. Hmm. J'étais complètement, j'étais un zombie. Donc là, au Et niveau de la douleur physique, quoi, ah oui, c'était fort. physique et Mais puis au niveau moral aussi, parce émotionnel que aussi, comment tu prenais tout ça? Parce qu'encore une fois, tu le racontes avec beaucoup de clarté, etc. Mais la douleur physique, enfin, c'est difficile de s'imaginer parce que, évidemment, si on a vécu ce genre d'événements, on peut savoir et on sait de quoi tu parles, mais quand on l'a pas vécu, enfin, on peut que imaginer, quoi. Ça doit être ah oui, horrible. bah, comme je dis C'est, toujours, si on s'imagine avoir un petit bobo au bout de l'ongle, ah ben, ça puissance 1000 quoi. ouais. C'est juste. Moi, je me réveillais toutes les nuits. J'étais horriblement fatiguée. Je ne pouvais plus m'occuper de ma famille parce que dès que je marchais un peu, bah, je ne sentais pas bien. Il fallait que je m'asseye. Et puis, tout ça à cause d'un doigt. On m'a forcé quand même à aller chercher du travail. J'ai dû de prendre un travail de réceptionniste avec ce doigt malade, mais j'en pouvais plus. J'étais fatiguée. C'est très. C'est usant, en fait, d'avoir une douleur qui est là tout le temps. Ça, après, moi, je me disais, c'est qu'un doigt, tu vois. Et j'arrivais pas à me dire que c'était vraiment très, très grave, parce que ce n'est qu'un doigt, c'était qu'un bobo. Mais heureusement, je suis tombée sur un chirurgien que j'ai donc contacté en biais d'un ami. Il m'a regardé ma main, il m'a dit, vous devez avoir sacrément mal, hein. Je dis, mais j'en peux plus, je suis une zombie, je sais plus quoi faire pour me soulager. Il me dit, mais vous connaissez la solution. Et puis moi, je dis tout de suite, je dis, ouais, il faut amputer. Il me dit, voilà, il n'y a que ça comme solution. Et si tu veux, j'avais déjà fait tout le travail de l'amputation avant. Parce qu'on te l'avait déjà dit, Voilà. finalement, tu avais déjà planté cette graine quelque part. C'est-à-dire que j'en pouvais tellement plus que j'avais donné un surnom à mon doigt. Je l'appelais Maurice. Et puis je lui disais, Maurice, ça va plus aller entre nous. Il faut que tu dégages, quoi. Ça va juste pas. Non, il faisait plus partie de moi, ce doigt. Il était Mhm. déjà mort. Donc, quand lui, il m'a dit, bah, il faut amputer, quelque part, ben, je dis, ah ben, enfin, quelqu'un qui va me donner une solution et puis qui va m'aider à pouvoir aller de l'avant. Parce que Mhm. c'est ça, quand on est malade, qu'on sait qu'on a une maladie, qu'on ne peut pas guérir, bah, quelque part, on doit l'accepter et se dire, OK, bah, je dois vivre avec, je dois faire au mieux oui, pour faire avec, quoi, tout simplement. Parce que là, moi, je me suis dit, mais il doit y avoir une solution. Il y a une possibilité de ne plus souffrir. Et c'est cette amputation. C'est quelque chose de très important, c'est que quand on est dans l'errance médicale, comme je connais vraiment pas mal de monde, j'ai côtoyé énormément le milieu hospitalier, pas pour moi, mais pour ma sœur et puis ma maman. Donc j'ai vu pas mal d'histoires de vie. Et c'est vrai que quand on est dans l'errance médicale, qui ne savent pas ce qu'on a constamment des douleurs, qu'il y a des choses, et puis que nous on dit, mais oui, ça doit être ça, comme toi tu disais justement, ça doit être plus que, et puis qu'on ne nous croit pas, et puis qu'on reste dans cette errance, c'est horrible en fait. Émotionnellement, psychologiquement, c'est très lourd parce que on a l'impression qu'on invente les choses, qu'on ne nous C'est ça. croit pas, alors que à la fin, c'est ce que tu disais, c'est que le fait de savoir ce que tu as, le fait de savoir que maintenant, voilà, il n'y a plus que la solution de l'amputation, ou justement pour revenir à l'exemple que je donnais, ben, on a trouvé un nom de maladie, ça va pas faire disparaître la maladie, Non, ça non, va pas non, faire que, ah ben du coup, c'est bon, je suis guérie. Non, mais par contre, ce que ça va faire, c'est mentalement. Mentalement, tu peux te préparer à quelque chose, tu c'est ça. sais ce que tu as, tu sais où aller, tu as une vision claire en fait, et, et tu peux te préparer en fait, tout simplement Oui, oui, aussi. donc je l'avais vu le 27 juillet, puis le 18 août, bah, j'étais amputée, quoi.
Moi, quand il m'a dit il faut amputer, bah, mais je pleurais en fait de joie qu'on Ouais, allait me proposer une solution. c'est Je la pensais qu'on allait solution m'amputer le enfin. doigt, mais j'ai Ouais. jamais pleuré ou j'ai jamais eu, été triste qu'on m'a amputé ce doigt. Est-ce Je que tu suis... as eu des réactions d'ailleurs autour de toi? Parce que ça me rappelle la discussion que j'ai eue avec Aline qui a participé aussi au podcast, qui disait justement que, en fait, souvent quand on se retrouve dans des situations tellement particulières, euh, et je le vois dans toutes les histoires, eh ben, des fois, alors, il y a les gens qui nous comprennent. En fait, ça fait un nettoyage, hein, en général. Oui, clairement. Ça fait un nettoyage très rapide parce que les gens, en fait, et c'est là que je voulais rebondir, ne comprennent pas. Parce que quand tu dis ça, moi, je le comprends tout à fait par rapport au fait que j'arrive à transposer sur ce que j'ai vécu moi, ce que j'ai eu et comment j'ai pu réagir. Tu vois, parce que je reconnais beaucoup de réactions de ta part que j'ai pu avoir de mon côté. Mais les gens qui ne vivent pas ça, des fois peuvent ne pas comprendre du tout, en fait, que tu te dises, ah non, mais moi j'étais très contente du coup de savoir que bah, j'allais être amputée et puis que c'était la solution. Mais en fait, tu arrives tellement au bout du chemin, Ouais, tu as tellement bataillé pour le garder finalement, ce Maurice, hein, que, j'en que, voulais plus. voilà, que t'en pouvais plus, que c'était plus possible. Donc la solution, c'était effectivement, et comme tu l'expliquais aussi à tes enfants, j'ai trouvé ça génial à un moment, tu sais toi que déjà d'avoir des enfants enfin c'est dur hein, quand on entend nos enfants qui nous disent ah non mais maman, non pas ci et ça, c'est déjà dur de personnellement de prendre une décision. Mais si en plus on a nos enfants derrière, donc tu as dû être ferme. euh, et moi, je trouve ça vraiment bah, super que tu aies pu réussir à faire ça parce que c'est vrai que les gens autour ne comprennent pas. Et tu rigolais quand je disais ben, que ça fait un nettoyage, mais c'est vrai finalement, ça divise, Oui. mais à la fin, ça permet de garder les gens qui finalement ne reportent pas tout sur ce que eux y pensent, hein, mais juste de regarder par rapport à ce que toi tu vis en fait. Tu m'as dit quelque chose, enfin, parce qu'il y a toujours un petit formulaire que je fais remplir aux personnes qui vont participer à cette interview pour vraiment un peu connaître et puis mettre en lumière les choses bah, que les personnes ont envie de mettre dans ce podcast, quoi. Et puis, Gabi, tu m'as dit que ton amputation t'a fait prendre conscience de l'importance de vivre la vie qu'on souhaite. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que cela signifie pour toi aujourd'hui? J'ai toujours été très, très créative de toute ma vie. Je pense que quand je regarde en arrière, bah, comme j'étais beaucoup seule, bah, déjà je lisais beaucoup, j'écoutais beaucoup la musique et je créais tout et rien. Je créais des vêtements pour mes poupées, des choses comme ça, parce que bah, j'étais seule, donc mes poupées, en fait, c'était un peu ma famille, quoi. Donc je Mhm. bichonnais toujours, que ce soit poupée quand j'étais petite, ou après Barbie, voilà. Et ça m'a toujours poursuivi toute ma vie. Comme mes enfants étaient petits, je leur ai fait des pyjamas, enfin, des tricotés ou cousus, des choses. Et puis là, après ce burn-out, j'ai eu vraiment le besoin de nouveau de me relancer dans ces créations. Puis bah, j'ai eu apparemment des bonnes idées. Je voulais me créer un sac et puis tout le monde dit ah mais il est trop beau, faut que tu en fasses d'autres et tout et tout. Puis de fil en aiguille, et puis je me suis retrouvée à faire plein de choses et de ne plus m'arrêter. Mais avec ce doigt bah, qui me faisait donc souffrir, je ne pouvais plus. Donc j'ai vraiment dû tout lâcher. Puis donc ça, c'était une souffrance énorme en plus parce que bah, quand on est créatif, on a envie on voit des choses, on voit des idées, et puis on est là, bah, moi je peux rien faire parce que je peux pas utiliser mes mains, je peux même plus cuisiner, voilà, une chose que j'aime beaucoup faire aussi. Bah, première chose en fait quand je suis rentrée à la maison après cette amputation, c'est tenir une aiguille, c'est tenir un crochet, refaire du crochet parce que j'adore ça. Quand j'ai vu mon ergo, parce que j'ai fait beaucoup d'ergothérapie, elle m'a dit, ben, j'étais déjà en avance, je pouvais déjà
faire ça, parce que bon, au début j'avais des pansements et tout, hein, il faut s'imaginer un gros truc, et puis je faisais déjà avec les pansements, forcée à faire ça. J'allais en cuisine, mon mari me disait, mais bien, je vais te couper les légumes. Non, je vais le faire tout seul, parce que je voulais retrouver la force et puis bah, pouvoir me servir de ma main. Et puis maintenant, donc ça fait 1 année et 2 mois, bah, je peux pas passer un jour sans avoir un crochet dans la main, faire de la couture, faire quelque chose. Je me suis fait mon atelier et puis bah, je pense qu'à ça, j'ai besoin de faire ça. Et puis, pour revenir donc au fait que j'ai compris qu'il fallait vraiment que ma vie a un sens et puis que je veux faire ce qui me plaît dans la vie parce que on ne vit pas pour travailler, on vit pour vivre des plaisirs, pour vivre de ses passions, d'avoir des beaux moments avec sa famille. Et puis, je me suis dit, OK, maintenant, je vais vraiment choisir un travail où je me sens bien. Je ne veux plus avoir de stress, je ne veux plus avoir des contraintes que je n'arrive plus à supporter parce qu'il n'y a pas je veux pas, il y a aussi je n'arrive plus. J'arrive plus, trop de bruit, trop de stress, comme ça. J'ai été trop dans mes limites pour maintenant encore pouvoir supporter ce genre de choses. Si c'est pour retomber malade, non, je veux dire, c'est bon, j'ai eu ma dose, je veux dire. Ouais, je pense que effectivement, tu as eu ta dose et waouh, quelle belle revanche sur la vie parce que ça montre à quel point et c'est pour ça que j'avais envie de faire ces podcasts et encore une fois, merci du fond du cœur d'avoir accepté mon invitation parce que c'était un rêve que j'avais de faire ces podcasts depuis très longtemps. Je savais pas sous quelle forme, je savais pas comment, mais je savais qu'un jour j'aurais envie d'échanger avec des personnes qui ont traversé des choses incroyables et qui ont remonté la pente. Parce que pour moi, je me suis toujours posé la question quand j'étais dans le creux de la vague, quand les choses étaient un peu compliquées, je me disais, c'est pas possible que ces choses-là arrivent pour rien. Il faut absolument, il y avait Tout cette à fait. revanche sur la vie Oui. à prendre, à, à vraiment tourner ce qui s'est passé de négatif en positif. Et là, tu nous montres encore une fois de plus, et c'est pour ça que je te dis vraiment merci, c'est à quel point tout est possible quand vraiment on a cette ambition, quand on se donne les moyens aussi. Parce que je dis toujours que pour aller vers la résilience, il faut qu'il y ait un choix. Il faut faire un choix. On n'a pas l'impression des fois qu'on parce que surtout quand on a passé beaucoup d'épreuves, ça se fait presque un peu naturellement. Mais c'est Oui. toujours un choix de pouvoir se dire oui, j'ai envie d'aller mieux, oui, je vais m'en sortir, oui, parce qu'il y a des gens qui ne font pas ce choix-là. Et c'est vrai que là, d'autant plus, c'est impressionnant parce que ben, t'as, enfin, c'est tes mains, quoi. Et tu vas créer justement avec tes mains. Tu as un œil qui est aveugle et tu crées. C'est le truc que finalement, on se dirait, non, mais ça serait la première chose que je dirais, bah, ah non, enfin, moi pas, parce que moi, de toute façon, je pense que tout est possible. Mais qu'une personne qui ne va pas voir plus loin que le bout de son nez va dire, bah non, alors créer des trucs, ça va pas être possible, quoi, tu vois. Alors que là, tu nous prouves une fois de plus que non. Au contraire, si c'est ça que tu aimes, c'est vraiment faire un pied de nez à la vie, quoi, puis te dire, peu importe, je suis née comme ça, et même si ça me ramenait toujours là, maintenant c'est derrière, c'est bon. Maintenant j'avance. Et c'est magnifique parce que en plus, je me souviens, tu avais fait un post sur Instagram. D'ailleurs, on mettra toutes les réseaux sociaux, etc. de Gabi parce que on va en parler là tout à l'heure, juste après, de ce qu'elle fait. Parce que justement, elle crée plein de belles choses. Et tu avais posté peu de temps après ton amputation sur Instagram. Et moi, ça m'était resté. Et vraiment, je me suis dit, waouh, quelle résilience. C'est la photo de Minnie. Tu peux nous raconter un petit peu ça? Oui, alors parce que quand je suis revenue de l'hôpital, il y a un de mes fils qui m'a dit, bon, ils sont majeurs, hein, mes fils, hein. Il me dit, oh, ben, t'as la main de raptor maintenant, pour rigoler. Puis, je prends pas mal du tout, hein, vraiment pas. Et puis, je dis,
Ouais, bon, voilà, quoi, c'est pas très cool d'avoir un Raptor bof, quoi. raptor. Et puis, je raconte ça lors d'une visite chez le chirurgien qui m'a. Puis lui, il me regarde. Il me dit, ah ben non, alors, hein, mais vous avez la main de Mini. Et puis après, je me dis, parce qu'elle a que quatre doigts. Bah Ah, je dis, ouais. bah oui, c'est vrai que Mini, elle a que quatre doigts. Donc, j'ai posté un truc sur Instagram avec une main de Mini, mais qui faisait un doigt d'honneur, en fait, en disant, voilà, tout va bien. Ce que j'ai appris, c'est que quand on tourne les choses au dérisoire, quand on s'est rigolé de soi-même et puis qu'on s'est dédramatisé les situations, l'entourage réagit mieux aussi. Moi, j'ai Mhm. eu des réactions sur Instagram justement en me disant ah, mais je suis tellement contente que tu réagis comme ça se voit que tu es bien, que tu arrives à en parler. Je ne suis pas là en train de me dire j'ai mal ou en train de protéger ma main, je suis normale. Tu vois, je pas de. Et je veux pas. De l'empathie, c'est toujours bien d'avoir de l'empathie, mais je veux pas avoir de pitié parce que C'est j'ai différent, aucune raison. justement. J'ai C'est aucune pas raison d'avoir l'empathie pitié de et la quelqu'un. pitié, c'est différent. C'est ça, Voilà. c'est qu'il y a des gens qui... En fait, moi, je pense que aussi, parce que de nouveau, on avait aussi discuté de ça, c'est que les gens autour de nous ne savent pas. Donc, ils Mm. savent pas comment réagir. C'est Et ça. c'est vrai que quelque part, quand tu ne vis pas ça, ou que tu n'as pas vécu vraiment des choses vraiment très, très compliquées pendant une longue période, on va dire, parce que oui, tout le monde vit des changements de vie, des transitions majeures, etc., comme la perte d'un être cher ou autre. Mais c'est différent, par exemple. Ça n'enlève pas la blessure, et puis certaines personnes restent blessées à vie, hein. Mais de perdre, par exemple, un grand-père ou une grand-mère, oui, c'est douloureux, oui, on n'oubliera jamais. Mais quand c'est constamment tout au long de sa vie, on apprend en fait un petit peu à gérer ce genre de choses. C'est comme je parlais avant, je donnais l'exemple de quand tu travailles pendant 20 ans dans une boîte, tu as l'expérience, bah là c'est un petit peu la même chose. Nous, on a de l'expérience de vie. Voilà. Ouais. Bon, moi, ma force, c'était beaucoup mes enfants, Mhm. parce que quand leur papa est parti, que je me suis retrouvée aussi à la rue, toute seule, en France, bah, tout ce que j'ai fait, c'était pour eux. Vraiment, et même maintenant encore, quand je les vois, ils ont grandi, que les personnes qui c'est devenu, des choses comme ça, je dis tout le temps, bah, c'est bon, j'ai fait ma part, maintenant, c'est bon, je peux mourir. Parce Mm. que j'ai fait ces enfants, les personnes que je voulais qu'ils soient. Bon, j'aimerais bien Mhm. avoir des petits-enfants, hein, abandonnés. On passe un message si jamais. Comment est-ce qu'il s'appelle d'ailleurs? On va le dire. Et puis, Alors, vous nous imitez, ouais. hein? Sans Mais pression, mais. non, ma maman, elle n'a pas vu ses enfants grandir. Elle n'a pas connu ses petits-enfants. Moi, tous les jours, je me dis que c'est une chance de vivre un jour de plus et puis de pouvoir vivre ça, d'avoir la chance de vivre ça, d'être en super bon relation avec mes enfants. Et d'ailleurs, parce que mon papa, je ne l'ai pas vu depuis 26 ans maintenant, mais je lui ai fait une lettre dernièrement, et parce que tu parlais de pardon, Mhm. et puis je lui ai dit que oui, j'ai pas vécu des trucs vraiment sympas quand j'étais jeune, mais je comprends aussi que c'était difficile pour eux quand ils m'ont eu, que c'était pas le moment, c'était pas le bon moment pour lui, que c'était donc je lui ai dit que je j'ai pas dit que je pardonnais, mais je lui ai dit que je comprenais. Si tu devais donner un conseil à ceux qui vivent ben, une épreuve difficile, même si c'est pas exactement la même épreuve que toi, mais je pense que certaines personnes pourront se reconnaître dans diverses épreuves que tu as pu passer, ben, qu'il s'agisse d'un défi physique ou émotionnel, qu'est-ce que tu leur dirais? Quel serait ton conseil? Alors, il y aura toujours des mauvaises et des bonnes périodes, et puis faut toujours regarder en fait plus loin en se disant que ça va pouvoir s'arranger. D'une façon ou une autre, il faut faire en sorte qu'il y ait une solution. Parce que la solution ne vient pas toujours toute seule. Il ne faut pas attendre non plus que la porte ouvre en disant coucou, c'est moi, mais il faut garder un cap positif et puis savoir pourquoi on fait les choses et puis se dire que les gens qu'on aime autour de nous, en fait, ils méritent aussi le meilleur de nous.
Je ne sais pas Mmh. si j'arrive à me faire comprendre. Oui, oui, je Mais, pense que c'est très clair. En fait, voilà, garder toujours c'est, cet espoir et puis avancer, même si c'est difficile aujourd'hui. Si je peux, résumer un petit peu ce que tu me donnes comme impression, c'est vraiment cette positivité, cette envie d'aller de l'avant et justement, tu as créé avec tes mains, avec, ton imagination, cette, cette boutique qui est, Live, Love and Bloom. C'est juste? Est-ce que je l'ai prononcé juste? oui, les Voilà, Love, oui. voilà. Alors, elle est en ligne, hein? C'est quand même, quelque chose que Euh, tu fais en ligne, hein? c'est, pour le moment, je travaille que sur Instagram. Parce que comme tu sais, au début, j'avais commencé avec une boutique de vêtements, puis après, c'est du tout Deuxième deuxième main. main. Mmh. Et puis, en fait, les vêtements, ça me... Non, j'ai plus Voilà. envie du tout. C'est les créations qui m'animent. C'est, je pense qu'à ça jour et nuit. Donc, je crée beaucoup plus de ce que je peux garder. Alors, Et en autant plus, de tu es super vendre. douée, donc Voilà. voilà. Et puis, moi, ce que j'aime, en fait, c'est je fais des créations personnalisées. Donc, quelqu'un qui me dit, ah, j'ai vu que tu as fait un sac comme ça ou un t-shirt comme ça, mais est-ce que je peux l'avoir dans telle couleur ou avec telle image ou comme j'avais fait ton sac avec ton logo. Ça me plaît énormément. Puis après, je communique avec la personne les tissus à utiliser, les couleurs, les matières. Et puis, donc, on crée quelque chose un petit peu en binôme. Et Mmh. ouais, ça me plaît énormément. Alors moi, j'ai testé la méthode Gabi, mais du côté boutique, du coup, création. Et je peux donner mon point de vue parce que on a créé vraiment ensemble. Alors c'est elle qui l'a fait, hein, mais c'est vraiment chouette de pouvoir, et c'est assez unique, je trouve, de pouvoir finalement. Alors elle propose quelque chose à la base, donc on peut déjà s'imaginer. Et Mhm. Gabi, ben, du coup, elle crée des choses pour elle. Et bah, ça donne des idées en fait. Et puis bah, moi, je suis tombée sur un de ces t-shirts magnifiques que j'ai. D'ailleurs, je ne sais pas si toi là qui nous écoutes, tu me suis sur YouTube ou sur Instagram parce que je l'ai déjà porté à plusieurs reprises. C'est un t-shirt qui est rayé et c'est écrit voilà, voilà. Parce que c'est quelque chose que je dis assez souvent. Eh Et oui, j'avais voilà, vu voilà. justement. Ouais, et j'avais vu Gabi qui avait créé un t-shirt un peu similaire avec des Parce que couleurs moi aussi, je l'ai différentes. doute. Hein. Voilà. C'était pour embêter mon homme, en fait, que je l'ai fait. Et le sac, la même chose. Donc, j'ai pu créer vraiment, et c'est cette proximité, en fait, de pouvoir dire, bah, écoute, moi, j'aimerais bien mettre mon logo, mais finalement, les fleurs, moi, je les aimerais bien plutôt de cette manière et pas de cette manière-là. J'ai pu choisir l'intérieur. Enfin, bref, j'ai pu tout choisir. J'ai même fait une pochette assortie, mais je vous dis, j'ai déjà eu plein de compliments parce que les gens sont là. Mais en plus, il y a une pochette assortie, c'est fantastique. Donc vraiment, allez voir, je mettrai les références en dessous de l'épisode de podcast et sur YouTube, pareil. Et comme ça, vous trouverez l'Instagram de Gabi pour aller voir ses belles créations. Est-ce que tu fais que en Suisse ou est-ce que tu livres aussi à Ah, je l'étranger? peux aussi, je me limite un peu à la France, peut-être à la Belgique, parce qu'après, bah, les frais de douane sont tellement chers. Et pour Oui, tout ce qui les est, pays limitrophes, on va dire. voilà, Donc, on va dire pour les gens qui sont en Suisse, surtout, et pour surtout, ceux qui sont un peu autour, pourquoi voilà. pas. Mais en tout cas, allez voir ce qu'elle fait parce que c'est vraiment magnifique. Et on arrive au terme de cet épisode de podcast. J'ai envie de te remercier vraiment encore une fois chaleureusement, Gabi, d'avoir Bien, participé merci à toi. à cet épisode. J'espère que bah, toutes les personnes qui nous écoutent, qui nous voient en vidéo aussi, parce qu'on est en vidéo, si jamais sur Spotify, vous pouvez voir en vidéo et sur YouTube également, eh bien, je pense qu'ils ressortiront avec un bel exemple, avec un exemple de résilience. Et je te remercie pour ça. Avec plaisir. Merci en tout cas. Allez, bye! Bye.